La route départementale d'I-947 traversait le paysage rural du sud de la France comme une cicatrice oubliée. Des arbres centenaires se penchaient sur l'asphalte usé, formant un tunnel d'ombres irréguliers qui semblait engloutir tout véhicule osant s'y aventurer après le coucher du soleil. En cette nuit d'octobre 1983, un convoi militaire avançait sur ce tronçon isolé, ses phares alignés en séquence rigide, comme obéissant à une chorégraphie silencieuse. Le convoi était composé de 6 véhicules, 3 camions de transport de troupes, 2 véhicules blindés légers et une Jeep de commandement. Aucun ne portait d'identification visible, hormis les numéros tactiques discrètement peints sur les flancs. La mission était confidentielle et connue seulement de quelques officiers supérieurs. Le rapport officiel ne mentionnait qu'un transfert de routine entre bases. Mais le silence qui entourait l'opération avait quelque chose d'inhabituel. Le lieutenant Marc Delacroix, chef du convoi, gardait les mains fermement posées sur le volant de la Jeep de tête. Son regard ne quittait pas la route, mais son attention était dispersée. Il avait reçu cet après-midi des instructions inhabituelles, des ordres qu'il ne pouvait écrire, qu'il fallait mémoriser. Un point précis du trajet devait être franchi sans interruption, sans communication radio et sans déviation. Derrière lui, dans le second véhicule, la sergente Élise Moreau observait attentivement les alentours. Un comportement étrange du matériel l'inquiétait. La radio émettait des interférences bizarres depuis leur arrivée dans la zone, des bruits métalliques comme des voix déformées tentant de se propager sur des fréquences inexistantes. Elle essaya de le signaler, mais n'obtint aucune réponse. À mesure que le train avançait, la température sembla chuter brutalement. Ce n'était pas seulement la fraîcheur nocturne. L'air était lourd, une sensation presque palpable qui pesait sur la poitrine et rendait la respiration plus difficile. Certains soldats, dans les wagons de queue, commencèrent à le remarquer. L'un d'eux essaya d'allumer une cigarette, mais le briquet ne fonctionnait pas, comme s'il était à court d'oxygène. Au kilomètre 62 de la D947, quelque chose a changé. Les phares de la Jeep de Delacroix vacillèrent. Un instant, la route disparut complètement. Lorsque la lumière revint, le paysage avait changé. Les arbres semblaient plus proches, plus denses, comme si la route s'était rétrécie. Delacroix fronça les sourcils, mais ne ralentit pas. Les ordres étaient clairs. Un son se fit entendre à la radio. Ce n'était pas un bruit de fond, mais un son rythmé, presque comme une respiration amplifiée. Élise le remarqua aussitôt. Elle ajusta l'appareil, tentant d'en identifier la source, mais le son ne correspondait à aucune fréquence connue. Puis, un bref instant, une voix se fit entendre. Ce n'était pas un langage compréhensible, mais il y avait une intonation. Il y avait une intention. Avant qu'elle puisse réagir, tous les véhicules du convoi tombèrent simultanément en panne. Les moteurs ne s'arrêtèrent pas. Ils cessèrent simplement de répondre, comme si un élément invisible avait perturbé leur fonctionnement interne. Les phares restèrent allumés. Les instruments de bord se figèrent. Silence. Aucun des soldats ne sortit immédiatement des véhicules. Une hésitation collective s'installa, un pressentiment instinctif que quelque chose clochait, quelque chose d'inexplicable. Delacroix fut le premier à réagir. Il ouvrit la portière de la Jeep et posa le pied sur l'asphalte. Le bruit de ses pas n'était pas celui auquel il s'attendait. Il n'y avait pas l'écho sec du caoutchouc sur le bitume. C'était étouffé, comme si le sol avait absorbé le choc. Il regarda autour de lui. La route derrière eux avait disparu. Il n'y avait aucune trace du chemin d'où ils venaient. Juste une étendue sombre, comme un vide rempli d'un brouillard épais qui ne reflétait pas la lumière des phares. « Restez dans vos véhicules », ordonna-t-il d'une voix ferme. Mais la commande est arrivée trop tard. Un des soldats qui se trouvait dans le dernier camion s'est mis à crier. Ce n'était pas un cri de douleur, c'était un cri de reconnaissance. Comme s'il avait vu quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Les phares se mirent à clignoter, un à un, en séquence, comme un effet domino silencieux. Le son de la radio augmenta, désormais clairement audible dans tous les véhicules. Cette respiration, plus proche, plus intense.
Élise tenta d'éteindre l'appareil, mais le bouton ne répondit pas. La voix revint, plus claire cette fois, et puis tous les moteurs redémarrèrent en même temps. Mais personne ne contrôlait la situation. Les véhicules ont commencé à se déplacer, pas en ligne droite, sans suivre la route. Ils quittèrent lentement l'asphalte pour s'enfoncer dans la végétation dense, écrasant branches et buissons comme guidés par une force invisible. Delacroix tenta de remonter dans la Jeep, mais la portière claqua devant lui. Le moteur rugit et le véhicule démarra en trombe, le laissant sur place. Un à un, les véhicules disparurent dans l'obscurité de la forêt. Les cris cessèrent brusquement. Le silence revint. Le lendemain matin, la route D947 était déserte. Aucun signe de passage. Aucune trace de pneus inhabituels. Aucune trace de convoi militaire. L'incident fut rapidement classé comme disparition logistique. Les dossiers furent classés sans suite. Les témoignages furent ignorés. La zone fut évitée pendant des années, bien qu'elle n'ait jamais été officiellement fermée. Le nom de Marc Delacroix figurait sur la liste des disparus au combat. Et puis, le temps passa. 28 ans plus tard, en 2011, un agriculteur du coin nommé Julien Renaud décida de traverser l'ancienne route tôt le matin pour gagner du temps lors du transport de ses marchandises. Il connaissait la réputation du lieu, mais ne croyait pas aux vieilles histoires. Alors qu'il approchait du kilomètre 62, son véhicule a commencé à dysfonctionner. Le moteur ne s'est pas arrêté. Mais quelque chose est intervenu. La radio s'est allumée toute seule. Et puis, il a entendu une respiration. Julien freina brusquement. Devant lui, entre les arbres, des lumières commencèrent à apparaître. Un par un, alignés. Comme un train, les moteurs ont démarré. Sans personne à l'intérieur, et ils se mirent en mouvement. Julien Renaud n'était pas du genre à s'impressionner facilement. Ayant grandi dans la même région où il cultivait désormais ses terres, il avait entendu des histoires sur D947, des lumières sans origine, des bruits inexplicables et des disparitions jamais rapportées par les journaux. Pour lui, il s'agissait toujours d'exagérations de la part de gens qui cherchaient à comprendre l'inconnu. Jusqu'à ce matin-là. Son camion était toujours arrêté sur le bas-côté lorsque les lumières apparurent entre les arbres. Il ne bougea pas immédiatement. Son instinct lui disait de courir, mais la disposition de ces lumières avait quelque chose d'hypnotique. Elles n'étaient pas aléatoires. Elles suivaient un schéma précis, presque militaire. Puis il vit. Des silhouettes de véhicules émergeaient lentement de l'obscurité. Des camions, des véhicules blindés. Une Jeep en tête. Tout le monde est en mouvement, pas de conducteur. Julien recula d'un pas, le cœur battant la chamade. Le bruit des moteurs était trop réel pour être ignoré. Aucun à-coup. Aucune hésitation. C'était comme si le temps s'était interrompu et reprenait son cours exactement là où il s'était arrêté. Il a couru. Il monta dans le camion, tourna la clé, le moteur répondit difficilement et démarra sans se retourner. Mais il a regardé à travers le rétroviseur, et ce qu'il voyait n'avait aucun sens. Les véhicules ne se contentaient pas de suivre la route. Ils la traversaient, comme si le terrain ne présentait aucun obstacle. Les arbres ne les gênaient pas. La végétation cédait simplement, comme si elle reconnaissait leur présence. Julien a roulé jusqu'à la ville la plus proche sans s'arrêter. Le lendemain matin, il tenta d'expliquer ce qu'il avait vu. Personne n'y croyait, à l'exception d'une personne, Claire Duval. Claire, historienne spécialiste des événements militaires non documentés, avait passé des années à étudier des archives incomplètes des années 1980. La disparition du convoi de 1983 était l'une des affaires qui l'intriguèrent le plus. Les rapports officiels présentaient trop d'incohérences, dates modifiées, noms omis, coordonnées ne correspondant pas aux cartes réelles. Lorsque Julien l'a abordée, elle n'a manifesté aucune surprise, seulement de l'intérêt. Elle a demandé des détails, chaque son, chaque mouvement, chaque sensation. Julien hésita en décrivant la respiration à la radio. Claire, non. Elle avait déjà entendu parler de ce détail, d'après d'anciens témoignages qui n'ont jamais été officiellement consignés. Des soldats qui, peu avant leur disparition, ont signalé des interférences similaires, toujours accompagnées d'une sensation de pression dans l'air.
comme si quelque chose était présent. Claire a décidé d'aller à 1947. Pas seule. Elle a cherché quelqu'un qui connaissait le terrain mieux que n'importe quelle carte. Antoine Mercier. Ancien militaire. Retraité. Résident de la région depuis la fin des années 1980. Antoine n'aimait pas parler de son passé, mais en entendant le nom Delacroix, son expression changea. Il le savait. Pas personnellement. Mais ça suffit. Au moment de sa disparition, Antoine était en poste dans une base voisine. Il se souvenait de l'activité inhabituelle de cette semaine-là. Des véhicules arrivant sans immatriculation, des officiers évitant tout contact et surtout l'ordre tacite qui circulait parmi les soldats. Ne posez pas de questions. Il a accepté d'accompagner Claire, mais à une condition. Ils y allaient pendant la journée. Claire acquiesça. Mais je savais que cela ne suffirait pas. Pendant ce temps, Julien tentait de reprendre ses habitudes. Mais quelque chose avait changé. Son matériel commençait à dysfonctionner par intermittence. La radio s'allumait toute seule, toujours à la même heure, toujours avec le même son, respiration. Un soir, il décida de ne pas l'éteindre. Il continua d'écouter, à la minute, jusqu'à ce que vous réalisiez quelque chose de nouveau. Entre deux respirations, il y eut des silences, et pendant ces pauses, presque comme un écho lointain, il y avait des voix, pas claires, mais plusieurs, comme si plusieurs présences tentaient de passer de l'autre côté en même temps. Julien a éteint la radio, mais le son persistait, faible, quasiment imperceptible, venant de l'étranger. Le lendemain matin, des marques apparurent sur sa plantation. Ce n'étaient pas des empreintes de pas. C'étaient de profonds sillons dans le sol, parallèles, comme des traces de pneus. Mais elles n'ont mené nulle part. Ils ont commencé au milieu du terrain. Et cela s'est terminé brutalement, comme si les véhicules étaient simplement apparus là. Claire et Antoine arrivèrent à 1947 2 jours plus tard. L'endroit paraissait ordinaire à la lumière du jour, silencieux, immobile, sans le moindre signe d'activité inhabituelle. Mais Antoine réalisa immédiatement quelque chose. La végétation, elle ne poussait pas de la même manière dans cette zone. Il y avait une légère irrégularité, comme si le sol avait été remué à plusieurs reprises au fil des ans. Claire a commencé à tout documenter. Des photos, des coordonnées, des échantillons de sol. Elle a trouvé quelque chose à moitié enterré. Métal, rouillé, mais reconnaissable. Une pièce d'identité militaire, avec un nom gravé dessus. C'est un nombre. Elle l'a nettoyé soigneusement, et il lut à voix basse. E. Moreau. Antoine resta silencieux. Claire en prit note. Mais quelque chose clochait. L'objet ne semblait pas être là depuis des décennies. Cela semblait récent, comme si elle avait été placée là récemment. Le vent a tourné, de forme abrupte, et puis la radio d'Antoine, qui était restée éteinte jusque-là, émit un son. Respiration. Claire se figea. Antoine ne dit rien. Il regardait simplement la route. Kilomètre 62. Et pour la première fois depuis leur arrivée, ils ont tous deux réalisé la même chose. Le silence qui y régnait n'était pas une absence de son, c'était prévisible. Claire n'a pas perdu de temps. Dès que la radio d'Antoine a émis ce son, la même respiration irrégulière décrite par Julien, elle a su qu'il ne s'agissait pas d'un phénomène isolé. Il y avait une régularité, et les régularités pouvaient être étudiées. Ce ne sont pas des interférences ordinaires, dit-elle en s'agenouillant près de l'appareil. Ses doigts effleurèrent les boutons, mais elle s'abstint de l'éteindre. Il y a une transmission, mais pas à partir d'un point fixe. Antoine gardait les yeux rivés sur la route. Son instinct militaire lui criait de déguerpir immédiatement. Mais il y avait quelque chose de plus fort que la peur, une reconnaissance. Ce sentiment n'était pas nouveau. « J'ai déjà ressenti ça », murmura-t-il. Claire le regarda. « Quand ?» Antoine hésita un instant. Puis il répondit « La nuit où ils ont dit à tout le monde de ne pas quitter la base. 1983. Le vent s'est complètement arrêté, comme si l'environnement écoutait. » Claire se leva lentement. Son regard se porta de nouveau sur l'endroit où ils avaient trouvé les papiers d'identité d'Élise Moreau. « Si cela se reproduit, alors ce n'est pas terminé. » Antoine prit une profonde inspiration. « Ou alors,
ça n'a jamais pris fin. Ils ont décidé de continuer, mais avec prudence. Claire a marqué l'emplacement exact sur la carte, des coordonnées précises. Elle les a comparées à de vieux documents qu'elle avait apportés. Il y avait une différence, petite, mais constante, comme si ce point n'avait jamais existé exactement au même endroit depuis toujours. Ça n'a pas de sens, dit-elle en corrigeant ses calculs. C'est comme si l'espace se déplaçait. Antoine n'a pas répondu. Il regardait quelque chose au bord de la route. Marque. Récent. Rainure dans l'asphalte. Parallèle. Identique à celle que Julien a décrite dans sa plantation. Claire s'approcha. Il se pencha. Il passa la main sur l'asphalte. Il faisait encore chaud. « Ça ne peut pas être là depuis des jours », a-t-elle dit. La radio a augmenté le volume toute seule. La respiration est revenue. Plus près, plus lourd, et puis, une nouvelle couche sonore a émergé. Métallique, rythmique, comme le bruit d'un vieux moteur qui tourne dans le vide. Claire et Antoine échangèrent un regard, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit. Ils savaient. Ce n'est que le début, a déclaré Antoine. Mais rien n'était encore visible. La route restait déserte. Le silence revint pendant quelques secondes. Et puis, les phares apparurent. Le premier, puis un autre, et un autre, alignés. Exactement comme Julien l'a décrit, mais cette fois, ils étaient plus proches, bien plus encore. Claire n'a pas reculé. Elle fit un pas en avant, observer chaque détail. Les véhicules commencèrent à se matérialiser lentement, comme s'ils traversaient une couche invisible entre deux états d'existence. Les formes n'étaient pas entièrement solides au début. Elles tremblaient, elles oscillaient, comme des images mal réglées. Antoine lui tira le bras. « Ce n'est pas sûr. C'est réel, » répondit-elle sans détourner le regard. Le premier véhicule, la Jeep, a émergé complètement. Moteur en marche, pas de chauffeur. Mais le volant, il a légèrement bougé, seul, comme si quelqu'un essayait de le contrôler depuis un endroit invisible. Claire fit un autre pas. « Ils n'ont pas disparu, » murmura-t-elle. « Ils sont piégés. » Le deuxième véhicule est apparu juste derrière, puis le troisième. Le schéma était identique à celui du rapport de 1983. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Les portes arrière des camions étaient légèrement ouvertes, et à l'intérieur, ombre, mobile, pas clairement, mais intentionnellement. Antoine tira Claire plus fort. Il arrive. Mais elle a résisté. Parce qu'à ce moment-là, une des ombres s'approcha de l'ouverture, et quelque chose en est sorti, pas entièrement, juste assez pour être vu, une main, pâle, rigide, avec de profondes cicatrices sur la peau, comme si elle avait été pressée contre une surface invisible pendant très longtemps. Claire se figea. La radio a explosé de son. La respiration était désormais accompagnée de voix, multiples, chevauchements, désespérés. Et puis, l'un d'eux s'est démarqué. Clara, différent. Un seul mot. « Aide !» Antoine repoussa Claire. « Maintenant !» La Jeep a accéléré toute seule, directement sur eux. Ils ont couru. Le bruit des moteurs s'intensifiait. Les véhicules ont recommencé à quitter la route, exactement comme en 1983. Mais cette fois, ils ne se contentaient pas de traverser la végétation. Ils se propageaient, comme s'ils cherchaient à quelque chose, ou quelqu'un d'autre. Claire a trébuché. Antoine l'a immédiatement prise dans ses bras. Ils ont rattrapé la voiture. Ils entrèrent. Antoine tourna la clé. Rien. La radio s'est allumée toute seule. Respiration. Plus intense. Claire se retourna. Les véhicules approchaient, trop rapides. « Allumez-le !» cria-t-elle. Antoine réessaya. Le moteur a réagi. Faible. Mais ça suffit. Il accéléra. La voiture a avancé. Mais la route, il n'était plus là. Au lieu d'asphalte, il n'y avait que l'obscurité, dense, sans forme. Aucune profondeur visible. Antoine freina brusquement. Les véhicules se sont arrêtés derrière eux, en silence, alignés, comme s'ils attendaient. Claire respirait difficilement. Ses yeux étaient fixés sur l'obscurité qui s'étendait devant lui. « Ce n'est pas un lieu, dit-elle.
C'est un point. Antoine ne comprenait pas. Un but en quoi? Elle a répondu sans hésiter. Je ne fais que passer. La radio est devenue complètement silencieuse. Pour la première fois. Et puis, tous les moteurs se sont arrêtés. En même temps, les lumières se sont éteintes et les ténèbres avancèrent. L'obscurité n'avançait pas comme une ombre ordinaire. Elle ne se répandait pas dans l'espace. Elle le remplaçait. Claire l'a remarqué en premier. L'air avait changé. Plus de vent, plus d'odeur de terre, plus aucun bruit d'insectes. C'était comme si l'atmosphère s'était éteinte. Antoine essaya d'ouvrir la portière, mais elle ne répondit pas. Plus aucun mécanisme ne fonctionnait correctement. « On est dedans !» dit Claire d'une voix basse et maîtrisée. « À l'intérieur de quoi ?» demanda Antoine, sachant déjà qu'il n'aimerait pas la réponse. « Du même endroit où ils se trouvent. » Derrière eux, les véhicules restaient immobiles, mais pas inactifs. Il y a eu du mouvement, pas externe, interne. À l'intérieur des camions, les ombres se modifiaient, plus nettes désormais, comme si elles s'adaptaient aux nouvelles conditions. Ce n'était plus de vagues formes. On distinguait des contours, des hauteurs, des postures. Antoine observa en silence. L'une des silhouettes s'arrêta à l'ouverture arrière d'un des camions. Et puis, il est tombé. Pas avec le poids d'un corps, mais avec la légèreté de quelque chose qui n'appartient plus entièrement à la gravité. Claire retint son souffle. La silhouette fit un pas en avant, puis un autre, et puis ça s'est arrêté. Les affronter directement, même sans trace visible, une certitude troublante régnait. Elle cherchait. La radio, toujours allumée, émit un clic sec. Et une nouvelle voix s'est fait entendre, contrairement au précédent, plus stable, plus conscient. Vous avez mis trop de temps. Claire ressentit l'impact avant même d'en comprendre le sens. Ce n'était pas un écho. C'était un problème de communication. « Qui parle ?» demanda-t-elle en se penchant vers la radio. Il y eut un silence, comme si la réponse était en train d'être construite. « Lieutenant Delacroix. » Antoine se figea. « Claire, non. »« Êtes-vous vivant ?» La réponse est arrivée trop vite. « Pas au sens où vous l'entendez. » Silence. La silhouette à l'extérieur fit un autre pas, maintenant plus près. La lumière inexistante dans cet espace sembla réagir à sa présence, révélant des fragments d'un vieil uniforme, déchiré, usé, mais reconnaissable. Claire ouvrit la porte. Cette fois, elle a cédé. Antoine a essayé de l'arrêter. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Je sais exactement, » a-t-elle répondu. Elle est sortie de la voiture. Le sol ne faisait aucun bruit sous ses pieds. Elle s'avança lentement vers la silhouette. La radio a continué à émettre. « Ne vous approchez pas trop, » dit la voix de Delacroix. « Pourquoi ?» répondit Claire. « Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. » La silhouette s'arrêta à quelques mètres d'elle. Et puis, quelque chose a changé. Pendant un instant, l'espace environnant sembla se déformer. Claire est vivante. Pas avec les yeux, mais avec une perception qui ne dépendait pas d'eux. Fragments, images superposées, le train, la route, l'échec. Et puis, quelque chose s'ouvre, pas dans l'espace, mais par son intermédiaire, comme une faille invisible qui engloutissait tout sur son passage. Claire recula d'un pas, respiration difficile. « Tu es prise au piège dans un cycle », dit-elle, essayant de comprendre ce qu'elle avait vu. « Non », répondit Delacroix. « Nous sommes bloqués à un point fixe. » Antoine est sorti de la voiture, même contre son propre instinct. « Ça fait combien de temps ?» demanda-t-il. La réponse vint avec hésitation. « Pour vous, des décennies. » Une pause. « Pour nous, ça n'a pas marché. » Claire a porté plainte. Temps relatif, ou quelque chose de plus grand encore. « Pourquoi reviennent-ils » demanda-t-elle. « Nous ne retournerons pas en arrière, » répondit la voix. Nous essayons de sortir. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était chargé, car l'implication était claire. S'ils essayèrent de partir, qu'est-ce qui les a donc retenus là? Il était toujours là. L'une des autres silhouettes commença à bouger. Plus rapide, incontrôlée. Elle est descendue d'un des camions et s'est dirigée vers la lisière de cet espace obscur. Et puis, il a disparu. Pas de transition. Je suis là. Elle a tout simplement cessé d'exister.
Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Ça, c'était quoi ?» Delacroix a réagi immédiatement. « Échec !» Le mot résonna. Antoine serra les poings. « Vous ne pouvez donc pas maintenir la stabilité. » « Pas complètement. » Claire regarda autour d'elle. Les véhicules, les chiffres, espace, tout semblait instable, comme si elle était au bord de l'effondrement constant. « Il vous faut un point de repère extérieur qui relie cet endroit au nôtre. » dit. Silence. « C'est plus long cette fois. Et puis, toi. » Claire ressentit le poids de ces mots. Antoine recula d'un pas. « Non. » Mais il était trop tard. La radio émettait un son aigu. Les silhouettes commencèrent à bouger, pas de manière agressive, mais coordonnée, comme s'ils obéissaient à un ordre silencieux. Claire s'en est immédiatement rendu compte. Ils essaient de s'ancrer. Antoine lui tira le bras. « Allons-nous-en d'ici. » Mais le chemin n'existait plus. La route n'était pas revenue. L'obscurité qui les entourait commença à se resserrer, lentement, comme un espace qui se refermait. La diffusion radio reprend, maintenant avec plusieurs voix, mais synchronisées. Restez. Claire regarda Antoine, et pour la première fois, il y avait des doutes. Pas à propos de ce qui se passait, mais que faire s'il devait partir? Cela continuerait. S'il restait, peut-être pourrait-il changer quelque chose. Ou disparaître comme les autres. La silhouette de Delacroix avança d'un pas. C'est plus clair maintenant, plus proche qu'ils ne l'ont jamais été depuis 1983. Vous avez ouvert la voie, dit-il. Maintenant, il vous faut décider si vous allez la refermer ou la franchir. L'obscurité se déplaça de nouveau, plus rapide, plus près. Et cette fois, cela ne semblait pas être ce à quoi on s'attendait. L'obscurité n'avançait pas seulement, elle réagissait. Claire s'en rendit compte à l'instant même où elle hésita. L'espace environnant pulsait, comme si son indécision avait provoqué une réaction directe de cet environnement instable. Ce n'était pas un phénomène passif. Il observait. Il réagissait. Antoine lui serra le bras fermement. Ce n'est pas une négociation. C'est un piège. Mais Claire pensait déjà à autre chose. Si ce lieu a réagi à leur présence, alors il y a eu une véritable interaction. Ce n'était pas simplement de l'emprisonnement. C'était un système. Ils n'essaient pas de nous arrêter, dit-elle, presque comme en transe. Ils essaient de se dissoudre. La silhouette de Delacroix a franchi une nouvelle étape. Pour la première fois, son visage commença à se dessiner avec une certaine netteté. Fragmenté, comme une image mal reconstituée, mais néanmoins humain. « Nous n'avons plus de temps », annonça la voix à la radio. « La station est en train de s'effondrer. » Antoine regarda autour de lui, et alors il vit. L'obscurité n'était pas uniforme. Il y avait plusieurs couches, des mouvements subtils, comme des structures invisibles qui se replient sur elles-mêmes. L'espace se réduisait. Claire prit une profonde inspiration. Si vous êtes bloqué à un point fixe, alors ce point a besoin d'un point de référence externe pour exister, a-t-elle déclaré, faisant rapidement le lien. Quelque chose pour maintenir une connexion stable entre les deux côtés. Oui, répondit Delacroix. Et c'est ce que nous sommes? Silence. Mais pas de manière négative. Confirmation. Antoine lâcha son bras. Non, dit-il. Nous n'allons pas faire cela. Claire se tourna vers lui. Si nous partons d'ici maintenant, cela continuera de se produire. Julien n'était pas le premier, et il ne sera pas le dernier. Et si on restait, rétorqua Antoine, on en ferait partie. Claire n'a pas répondu immédiatement, parce qu'il avait raison. Mais je savais aussi autre chose, où nous pouvons mettre fin à cela. L'obscurité s'intensifia encore. L'un des véhicules commença à se déformer, comme s'il était tiré vers l'intérieur. Le métal grinça silencieusement. La structure se courba d'une manière incroyablement bizarre. L'une des silhouettes fut traînée, et il a disparu. Delacroix a réagi. Pour la première fois, on sentait une véritable urgence dans sa voix. Ça ne marche pas. Si on perd toute stabilité, personne ne partira. Claire a pris une décision. Elle s'est dirigée vers le centre de l'espace entre les véhicules. Antoine cria, mais ne la suivit pas immédiatement. Si cela nécessite un point d'ancrage, alors je peux en créer un, a-t-elle déclaré. Comment? Demanda Antoine.
Elle sortit de son sac à dos l'appareil qu'elle utilisait pour enregistrer les coordonnées et les variations sur le terrain. Un équipement expérimental qu'elle avait adapté pour ses recherches. Ce système a déjà détecté que cet emplacement n'est pas fixe. Si je verrouille les coordonnées, je peux forcer une superposition stable avec notre espace. Antoine avait compris le problème avant même qu'elle ait fini. Et vous allez vous retrouver au milieu de cette zone de chevauchement. Claire acquiesça. Exactement. Cela vous retiendra ici ou cela ouvrira une issue. La différence entre les deux possibilités était minime, et ils le savaient tous les deux. La radio diffusait à nouveau plusieurs voix. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Ce n'était pas du désespoir, c'était prévisible. Delacroix reprit la parole. Plus clair que jamais. Si vous faites cela, le point restera en place pendant quelques secondes. Claire a ajusté l'appareil. Ses mains restèrent fermes, malgré la pression croissante autour de lui. Assez de temps? Pour traverser... Oui. Antoine a finalement déménagé. Il s'approcha d'elle. Alors nous le ferons ensemble. Claire le regarda. Si ça tourne mal, c'est que ça a déjà mal tourné, l'interrompit-il. Il n'y avait plus de place pour d'autres arguments. Elle a activé l'appareil. Pendant 1 seconde, il ne s'est rien passé, et puis tout s'est passé en même temps. L'espace a explosé en distorsion. L'obscurité se dissipa brutalement, comme repoussée par une force opposée. Les véhicules commencèrent à se solidifier complètement. Les sons revinrent. Moteur, métal, respiration, voix. Et pour la première fois depuis 1983, le monde réel est apparu. La route, l'asphalte, les arbres. Tout se superpose à cet espace impossible. Claire a crié « Maintenant !» Les silhouettes commencèrent à bouger. Mais pas comme avant. Maintenant, il y avait une direction, but. Un par un, ils ont traversé, sorti des véhicules, s'engagé sur la route. Certains sont tombés, d'autres restèrent debout. Mais ils étaient là, réels. Antoine a emmené Claire à l'écart. Allons-y, mais elle ne bougea pas. L'appareil a commencé à mal fonctionner. La superposition était instable. « Allez !» cria-t-elle. « Je ne vais pas te quitter. »« Vous ne comprenez pas !» répondit-elle d'un ton pressant. « Si je pars maintenant, cet endroit fermera avant qu'ils aient fini. » Antoine regarda autour de lui. Il y avait encore des silhouettes à l'intérieur des véhicules. Barrage. J'essaie de sortir. Le temps pressait. L'espace a recommencé à s'effondrer. Delacroix fut le dernier à s'approcher. Il s'arrêta devant Claire, maintenant parfaitement visible. Humain, fatigué, mais présent. « Vous devez vous décider, » dit-il. Claire le regarda, puis à Antoine. Ensuite pour l'appareil. Et puis, il a fait quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. Elle a augmenté la puissance, au maximum. L'appareil émettait un son aigu. Le chevauchement s'est étendu, violent, instable, dangereux, mais ça suffit. Les dernières silhouettes ont commencé à se croiser. Antoine comprit immédiatement. « Cela vous retiendra ici. » Claire n'a pas répondu. Elle a simplement laissé l'appareil allumé, alors même que la lumière environnante commençait à l'engloutir. Delacroix hésita. Pendant 1 seule seconde. Puis, il a traversé, le dernier. La superposition a commencé à s'effondrer. Antoine s'avança. Mais il était trop tard. L'espace s'est refermé. La lumière s'est éteinte. L'obscurité se dissipa et la route redevint normale. Silencieux, vide. Comme si rien ne s'était passé, sauf pour une chose. L'appareil de Claire, allongé sur l'asphalte, émet toujours un signal faible. Le silence qui suivit n'était plus le même qu'auparavant. La sensation de pression constante avait disparu, de même que ce poids invisible qui semblait comprimer l'espace. La route D947 paraissait, au premier abord, tout à fait normale. Des arbres immobiles, une légère brise, le chant lointain des insectes qui reprenaient ses droits comme s'ils ne les avaient jamais quittés. Mais rien n'était vraiment normal. Antoine resta immobile pendant plusieurs secondes, fixant l'endroit où Claire avait disparu. Son corps réagissait encore à ce qui venait de se passer. Respiration irrégulière, mains crispées, regard rivé sur quelque chose qui n'était plus là. Puis il a bougé, brusquement.
Il traversa la route en quelques pas et s'agenouilla pour ramasser l'appareil tombé sur l'asphalte. L'équipement était encore chaud et vibrait légèrement, comme s'il tentait de maintenir une connexion désormais rompue. « Claire ?» murmura-t-il sans attendre de réponse. Mais la radio de la voiture a répondu. Il s'est allumé tout seul. La respiration ne revint pas. Plutôt, il y avait des parasites. Et quelque chose de plus, fragments sonores, comme une transmission défectueuse qui tente de se réparer elle-même. Antoine courut vers la voiture et força la portière. Il s'empara de la radio et, instinctivement, changea la fréquence, même s'il savait qu'elle ne suivait pas les règles habituelles. « Claire, si tu m'écoutes ?» La réponse est venue par un mouvement brusque. Pas en toutes lettres, mais selon des schémas. Courtes séquences, répétées, comme un code. Antoine fronça les sourcils. Il l'a reconnue. Pas en tant que langue courante, mais comme un signe. Militaire. Coordonné. Il attrapa rapidement un carnet dans la boîte à gants et se mit à écrire. Les chiffres n'étaient pas stables. Ils variaient légèrement à chaque répétition. Mais il y avait une moyenne. Une valeur approximative. Et puis, la transmission s'est arrêtée, de forme abrupte. Antoine resta silencieux, regardant la radio. Ensuite pour l'appareil, puis sur la route. Et puis il a pris une décision. Pendant ce temps, dans la petite ville voisine, Julien Renaud ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Les marques sur sa plantation s'étaient multipliées. Ce n'étaient plus seulement des sillons isolés. Il y avait des schémas, lignes qui se croisent, des virages qui n'avaient aucun sens pour les itinéraires routiers normaux. Et au centre de tout cela, un point, toujours pareil. Julien commença à creuser. Au commencement, il n'y avait que la terre. Ensuite, les racines. Et puis, métal. Il l'essuya avec ses mains, révélant une surface incurvée, pas rouillée, pas vieux, nouveau. Comme si cela venait d'apparaître. Parti d'un véhicule, militaire. Julien recula lentement. La radio de la maison s'est allumée toute seule. Cette fois, sans respirer. Pas de statique. Une seule voix. Faible, mais claire. Ce n'est pas fini. Julien s'est figé. Il a reconnu le ton. Pas la personne, mais l'état. C'était quelqu'un qui essayait de garder le contrôle alors que quelque chose autour de lui s'effondrait. Antoine reprenait la route lorsque l'appareil s'est remis à réagir. Une vibration plus intense, feu clignotant irrégulier. Il regarda l'écran. Les coordonnées changeaient, rapidement, comme si le point n'était plus fixe, comme si c'était en mouvement. « Non », murmura-t-il. Il accéléra. Lorsqu'il atteignit à nouveau le kilomètre 62, quelque chose avait changé. La route était là. Mais il y avait des marques, beaucoup de rainures dans l'asphalte, profond, récent. Et alors il vit. Un des véhicules, partiellement matérialisé, à mi-chemin, la moitié ailleurs. Le moteur ne tournait pas, mais la structure vibrait, comme s'il essayait de se stabiliser. Antoine a arrêté la voiture lentement. Il s'est éteint. L'appareil qu'il tenait à la main commença à émettre un son aigu. Il s'est approché du véhicule, et puis il a écouté. De l'intérieur, un son, faible, mais indéniable. On frappe à la porte. Antoine recula d'un pas. Le son s'est arrêté. Et puis la porte s'ouvrit toute seule. Lentement. Affûtage. Et à l'intérieur, il n'y avait personne. Mais il y avait des marques. Aucun intérieur en métal. Rayures profondes, comme si quelqu'un avait essayé de partir, pendant longtemps. Antoine ferma les yeux un instant. Il prit une profonde inspiration. Et quand il a rouvert, le véhicule avait disparu, comme s'il n'y était jamais allé auparavant. L'appareil est tombé au sol. Éteint. Pas d'énergie. Aucun signal. Antoine resta immobile, sans savoir pour combien de temps, jusqu'à ce que vous compreniez quelque chose de simple. Quelque chose qui a tout changé. Le silence était revenu. Mais ce n'était plus pareil. Maintenant, il était incomplet. Comme s'il manquait encore quelque chose. Et il savait exactement quoi. Claire. Antoine ne rentra pas chez lui ce soir-là. Il resta sur la D947 jusqu'à l'aube, observant chaque détail de la route comme s'il s'attendait à ce que quelque chose se reproduise à tout moment. Mais rien ne se produisit. Aucune lumière. Aucun bruit, aucun signe que ce qui s'était passé des heures auparavant fût plus qu'un incident isolé.
Mais il savait que ce n'était pas le cas. Car le silence portait désormais en lui une absence. Et l'absence ne fait pas disparaître les choses d'elles-mêmes. Les jours suivants, Antoine fit ce qu'il avait évité pendant des décennies. Il retourna aux archives militaires. Non pas les documents officiels, il les connaissait trop bien pour s'y fier. Il chercha les documents oubliés, les documents mis au rebut, rapports incomplets, témoignages non catalogués, notes jamais formalisées. Et il l'a trouvé. Fragments. Des allusions indirectes à des événements similaires survenus dans d'autres régions de France, toujours liés à des opérations militaires discrètes menées au début des années 1980. Des lieux différents, mais des schémas identiques. Panne de communication, perturbations environnementales, disparitions sans laisser de traces, et c'est une constante. Coordonnées incohérentes, comme si tous ces événements étaient liés par quelque chose qui ne tenait pas compte des lieux fixes. Antoine commença à dresser une carte, non fondée sur la géographie traditionnelle, mais dans certains cas, chevauchement des dates, des rapports et des schémas de défaillance. Et puis il a compris. Les points formaient une trajectoire. Pas aléatoire, mais progressif, comme si quelque chose bougeait ou essayait. Pendant ce temps, Julien ne pouvait se résoudre à renoncer à ce qu'il avait découvert sur sa plantation. Il continua à creuser, avec plus de précaution, plus de précision. Et cela a révélé d'autres parties de l'objet métallique. Ce n'était pas qu'un fragment, c'était un véhicule entier, enterré. Mais le temps ne le permet pas, recouvert par déplacement, comme si elle avait été insérée là sans passer par le processus naturel de l'existence. Julien chamoue Antoine, pas par confiance, mais par nécessité. Quand Antoine arriva et vit ce qui était partiellement exposé dans le champ, il ne manifesta aucune surprise. Juste une confirmation. Il n'est pas revenu indemne, a déclaré Antoine. Julien fronça les sourcils. Quoi? Ce véhicule, il n'a pas quitté cet endroit, seule une partie a réussi à traverser. Julien regarda de nouveau, et puis il a compris. Les lignes n'étaient pas correctes. La structure semblait incomplète. Comme si des sections entières qui auraient dû être présentes étaient manquantes. Et le reste? Demanda Julien. Antoine répondit sans hésiter. C'est toujours là. Clair. Cette pensée ne l'a pas quitté depuis cette nuit-là. Mais il y avait désormais quelque chose de nouveau. Une possibilité. Si certaines pièces ont réussi à passer, alors peut-être qu'elles le pourraient aussi, mais pas seule. Antoine retourna à l'appareil, ou ce qu'il en restait. Il l'a montré à un ancien contact, un ingénieur qui avait travaillé sur des projets expérimentaux pendant son service militaire. L'homme examina l'équipement en silence pendant plusieurs minutes. Puis il a dit « Ce n'était pas fait uniquement pour les archives. » Antoine s'en doutait déjà. Il a été conçu pour interagir. L'ingénieur acquiesça, et il était bouleversé. Elle l'a fait exprès, essayer. L'homme a ajusté quelques connexions, tentant de réactiver au moins une partie du système. Rien. Il a donc essayé une autre approche. Si cela a créé un point d'ancrage, alors il peut encore en rester des traces. Antoine se pencha en avant. « Pouvez-vous le localiser ?» L'ingénieur hésita. « Pas précisément. Mais je peux détecter quand elle essaie de se manifester. » Antoine n'a pas perdu de temps. Il est retourné à D947 avec l'appareil partiellement réactivé, et il attendit. Heure. Rien. Puis, à la tombée de la nuit, le signal est apparu. Faible, intermittent, mais indéniable. L'appareil a vibré, les lumières vacillaient, et l'autoradio s'est allumé tout seul. Il n'y avait plus de respiration, même pas plusieurs voix. Une fréquence propre, tout simplement. Et puis, un son, court, nécessaire, rythmique. Antoine ferma les yeux un instant. Il l'a reconnu. Code. Clair, il a répondu. Tapez sur le tableau de bord de la voiture. Répétez le motif. Puis le son est revenu. Silence. C'est plus clair, plus fort. Elle était là, pas perdue, pas entièrement, mais piégée. Et j'essaie de garder le contact. Antoine ouvrit les yeux. Cette fois, il n'y a pas eu d'hésitation. Il n'y avait pas de peur dominante. Il y avait une direction. Il savait ce qu'il devait faire. Il ne s'agissait plus de comprendre le phénomène. Il s'agissait de s'y remettre, mais cette fois, sous le contrôle.
avec préparation et avec un objectif clair. Ramener Claire. Antoine n'est pas revenu seul. Cette fois, il n'y avait pas de place pour l'improvisation. Dans les jours qui suivirent son premier contact avec Claire par le biais du signal, il rassembla tout ce qu'il put, de vieux documents, des cartes qui se chevauchaient, l'appareil partiellement réactivé et, surtout, des personnes capables de comprendre ce qu'il ne pouvait résoudre seul. L'ingénieur Laurent Besset fut le premier à l'admettre, non par courage, mais par obsession. Pour lui, il ne s'agissait pas d'un simple phénomène, mais d'un défaut structurel de la réalité qu'il fallait comprendre avant qu'il ne devienne irréversible. Julien est également revenu. Non pas parce que je le voulais, mais j'étais déjà trop impliqué pour l'ignorer. Et il y avait autre chose. Depuis qu'il avait découvert le véhicule enterré dans son champ, les signes n'avaient pas cessé. La radio s'allumait toute seule. Des marques apparaissaient et disparaissaient dans le sol. Et maintenant, il commençait à reconnaître des schémas, comme si quelque chose essayait de nous enseigner. L'équipe a été formée, mais le temps jouait contre eux. Laurent est allé droit au but. Ce n'est pas stable. Ce que vous avez ouvert est en train de changer, et cela devient de plus en plus fréquent. Antoine hocha la tête. Il l'avait déjà vu sur la carte. Les points n'étaient de plus isolés. Ils convergeaient, pour un seul emplacement, un D947. Claire n'était pas seulement emprisonnée. Elle était au cœur de quelque chose qui prenait de l'ampleur. Si cela continue, poursuivit Laurent, ce ne sera plus une étape de passage. Cela deviendra une situation permanente. Julien les regarda tous les deux. Et qu'est-ce que cela signifie? Antoine a répondu, il n'y a plus de retour en arrière possible. Silence. Mais cette fois, il n'y avait aucun doute. Ils avaient une fenêtre, et elle était sur le point de se rapprocher. Laurent travailla des heures durant sur l'appareil, adaptant ce qui restait du système original de Claire avec des composants improvisés. L'objectif n'était pas seulement de détecter le point, il s'agissait de le contrôler, ou du moins le stabiliser suffisamment longtemps. Cela créera un point d'ancrage temporaire, a-t-il expliqué. Mais contrairement à la dernière fois, nous conserverons un contrôle extérieur. Antoine comprit immédiatement, sans qu'aucune arrestation. Laurent n'a pas répondu, parce que je savais que je ne pouvais pas le garantir. Julien observa en silence, jusqu'à ce que je pose la question « Et si elle ne peut pas traverser ?» Antoine répondit sans hésiter « Elle s'en va. » Mais ce n'était pas certain. C'était nécessaire. À la tombée de la nuit, ils retournèrent au kilomètre 62. L'atmosphère n'était plus la même. Avant même toute activation, l'air était différent, plus dense, plus instable. De petites distorsions visuelles apparaissaient en périphérie du champ de vision, comme des vagues de chaleur par temps froid. Laurent a positionné le matériel au milieu de la route. Câbles connectés, batterie externe, un système improvisé mais fonctionnel. Quand cela commencera, nous n'aurons plus beaucoup de temps, a-t-il déclaré. Antoine tenait la radio, en attendant. Et puis, le signal est arrivé. Pas de retard, sans interférence. Claire attendait. Le code a démarré immédiatement. Plus rapide qu'avant. Très urgent. Antoine répondit. Nous sommes là. Casser. Et voici la réponse. C'est pire. Laurent a activé l'appareil. La réaction fut immédiate. L'espace environnant commença à se déformer. Mais contrairement à la première fois, ce n'était pas chaotique. Il a été ciblé. La route devant nous commençait à disparaître, remplacée par cette obscurité épaisse. Mais maintenant, elle ne faisait aucun progrès. Elle était retenue captive, contenue. Claire est arrivée, pas entièrement. Mais ça suffit. Une silhouette, instable, présent. Julien recula d'un pas. Ce n'est pas normal. Et ce n'était pas le cas, parce que quelque chose d'autre s'y ajoutait. Mouvement dans l'obscurité. Bien plus grand qu'avant, beaucoup plus rapide. Antoine a compris le premier. Elle n'est pas seule. Claire essaya de parler, mais le son a échoué. Son image s'est déformée. Puis la situation s'est stabilisée pendant une seconde. Assez, il y a quelque chose ici.
Laurent a augmenté la puissance. L'appareil s'est mis à vibrer violemment. « Tenez ça !» cria-t-il. L'encre commença à vaciller. Les ténèbres ont réagi. Cette fois, pas de recul, mais en appuyant sur la résistance, comme si l'ouverture résistait. Et alors, ils virent. Pas comme avant. Pas comme les soldats. Quelque chose de différent. Sens unique. Trop grand pour être contenu. Se déplacer dans cet espace comme s'il s'agissait de son environnement naturel. Julien recula d'un pas. Cela n'en faisait pas partie. Claire a hurlé. Cette fois, audible, « Date !» Antoine n'a pas bougé. « Pas sans toi !» La forme se rapprochait. La distorsion a augmenté. L'appareil a commencé à mal fonctionner. Laurent regarda Antoine, et il a dit ce que personne ne voulait entendre. « Si nous continuons comme ça, tout cela finira par nous emporter. » Silence. Une seconde. Peut-être moins, mais suffisamment pour comprendre. Il ne s'agissait plus seulement de sauver des vies. Il s'agissait de prévenir. Claire regarda Antoine droit dans les yeux. Même s'il est instable, même en prison. Et cette fois, il n'y avait pas de code. Un seul mot, maintenant. La décision ne pouvait plus être reportée. Le mot résonna comme un ordre définitif. Maintenant. Antoine n'a pas répondu. Il a agi. Il se jeta droit sur le centre de l'encre, ignorant le cri de Laurent. L'appareil vibra avec une violence croissante, émettant un son aigu qui semblait déchirer l'air environnant. La route n'existait plus tout à fait. La moitié était engloutie par les ténèbres palpitantes qu'il tentait de percer. Claire restava Ali, instable, oscillant entre présence et absence, mais visible, et plus important encore, accessible. « Si tu fermes ça maintenant, elle va disparaître », cria Antoine. Laurent a répondu avec urgence. « Si je ne le ferme pas, ça passera sans problème. » La forme dans l'obscurité bougea de nouveau. Cette fois, plus près, plus précis. Elle n'avait pas de contour défini, mais elle occupait l'espace. Elle déformait tout autour d'elle, comme si la notion même de forme ne s'appliquait pas à elle. Elle était trop grande pour ce moment, trop vieille pour cet instant. Julien était paralysé, le corps ne réagissait pas, les yeux fixés sur cette présence qui ne devrait pas exister. Claire essaya d'aller de l'avant, mais quelque chose la retenait, pas physiquement, mais structurellement, comme si elle était encore liée à cet endroit par quelque chose d'indestructible. « Je ne peux pas sortir !» a-t-elle crié. Antoine atteignit les confins même des ténèbres. Ohar Ali était différent, lourd, denso. Chaque étape exigeait un réel effort. Mais il a continué. Il tendit la main. « Il arrive !» Claire s'avança. Un instant. Leurs doigts se sont presque touchés. Et puis, le formulaire a réagi. L'obscurité se mit à bouger. Les choses ont progressé. Ne pas traverser complètement, mais pour l'empêcher. Comme un reflet. En tant que système de défense, Claire fut brutalement tirée en arrière. L'espace autour d'elle se distordit. L'appareil a commencé à mal fonctionner. Laurent a crié « Je ne peux plus me retenir !» Antoine regarda autour de lui. Et alors il a compris. Ce n'était pas un simple passage, c'était un système fermé. Claire. Cela faisait encore partie de lui. « Il est toujours ancré là-bas », a-t-il dit. Laurent a répondu « Alors elle doit se libérer par elle-même ». Claire a entendu. Et il comprit. Il regarda Antoine, et cette fois, il n'y avait aucun doute. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais ce n'était pas ce qu'il voulait. « Si je pars, cela viendra avec », a-t-elle dit. Antoine secoua la tête. « Non, tu sais que c'est vrai. » Le formulaire a de nouveau progressé. Plus agressif. Plus près du bord, l'appareil a émis un cliquetis. Une partie de la structure a brûlé. Tant. Il n'en avait plus. Claire prit une profonde inspiration, même dans cet endroit où l'air n'était pas réel. Et il a pris sa décision. Elle recula d'un pas, dans les ténèbres. Antoine s'avança. « Ne faites pas ça !» Elle le regarda. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, il sourit. Pas un soulagement, mais certainement. « J'y suis déjà », dit-elle. Et puis, elle a fait ce que personne n'attendait. Au lieu d'essayer de traverser, elle a établi le contact, pleinement.
L'espace autour d'elle a réagi immédiatement. L'obscurité cessa d'avancer. Le formulaire hésita, comme si quelque chose avait changé dans la structure du lieu. Claire leva les mains. L'appareil, toujours dans la main d'Antoine, a réagi. Les lumières se sont rallumées, seules, plus fort, plus stables. Laurent le regarda avec incrédulité. Elle contrôle le présentateur, Claire Falloux, mais pas de sa propre voix. Il y a un problème, plus large. Date. Antoine n'a pas bougé. Tu ne sors pas? Silence. Une seconde. Et puis, non! La forme a réagi violemment, mais cette fois, elle n'a pas avancé. Elle était maîtrisée. L'espace a commencé à s'effondrer. Mais de l'intérieur vers l'extérieur, Claire tenait bon, forçait la fermeture. Antoine a crié « Je ne vais pas te quitter ». Elle a répondu « Vous n'êtes pas ». Et puis, l'appareil s'est éteint, la lumière s'est éteinte, l'obscurité s'est complètement dissipée. Pas d'explosion. Je suis là. Il a tout simplement disparu. La route est de nouveau accessible. Entier, solide, réel. Le silence retomba, mais maintenant, c'était définitif. Antoine tomba à genoux. La radio restait éteinte. L'appareil, inerte. Laurent n'a rien dit. Julien non plus, parce qu'il n'y avait rien à dire. La station avait été fermée, le cycle interrompu. Quoi qu'il y ait de l'autre côté, il n'était plus accessible. Mais il y avait un prix à payer. Et il était toujours là, lourd, immuable. Claire n'est pas revenue. Dans les jours qui suivirent, plus rien ne fut jamais comme avant. La route D947 restait ouverte et praticable, empruntée par des véhicules ordinaires qui n'auraient jamais soupçonné ce qui s'était passé. Aucune trace n'était visible sur l'asphalte. Aucun signe tangible de l'effondrement, de la déformation, ni de la présence qui avait failli la franchir. Mais pour ceux qui étaient là, la réalité avait changé de manière irréversible. Antoine n'a pas quitté la région. Il commença à se rendre chaque jour au kilomètre 62, toujours à la même heure que le dernier contact avec Claire. Il emportait la radio, même en sachant qu'elle n'avait plus émis aucun son depuis la fermeture de la station. Il attendit néanmoins, pas par miracle, mais à cause d'une erreur, une petite faille qui pourrait prouver que cela n'avait pas été permanent. Laurent retourna à son laboratoire improvisé avec l'appareil, ou ce qu'il en restait. Il démonta chaque composant, analysa chaque circuit grillé, chaque connexion rompue. Il tenta de reproduire le comportement, de comprendre comment Claire était parvenue à stabiliser un système que même lui, malgré toutes ses connaissances techniques, ne pouvait maintenir plus de quelques secondes. Mais il y avait une conclusion qu'il ne pouvait éviter. Ce qui s'est passé au final n'était pas seulement d'ordre technologique. C'était intentionnel. Claire n'a pas seulement utilisé l'appareil. Elle est devenue une partie de lui. Julien a essayé de reprendre le cours de sa vie. Il retourna à la plantation, à son travail quotidien, à la routine simple qu'il avait toujours tenue à l'écart de tout ce qui sortait de l'ordinaire. Mais le terrain ne fut plus jamais le même. Le véhicule partiellement enfoui a disparu, sans explication, sans laisser de traces, et les marques sur le sol disparurent complètement, mais il restait quelque chose. Le point central, ce lieu précis où tout semblait converger. Rien n'y poussait, pas de plantes, pas de racines, comme si le sol était encore en attente, ne pas savoir si elle devrait continuer d'exister. Les semaines passèrent, après des mois, et avec le temps, l'histoire a commencé à se répandre. Officieusement, jamais dans les registres officiels, mais dans les rapports. Des histoires racontées à voix basse, toujours avec la même structure. Un train militaire a disparu. Des décennies plus tard, il revient sans personne à l'intérieur. Les moteurs démarrent tout seuls, et une femme qui a été laissée pour compte. Dans la ville voisine, Julien fut le premier à être interrogé. Il l'a d'abord nié, puis il l'a évité. Et enfin, il a cessé de répondre, parce qu'il a réalisé quelque chose. Les gens ne voulaient pas entendre la vérité. Ils voulaient le mystère. Ils voulaient une version qui puisse être répétée, commun, transformée en quelque chose de plus grand qu'il ne l'était réellement. Et puis, inévitablement, les premiers enregistrements ont commencé à apparaître. Vidéos courtes,
Images floues de la route la nuit. Récits de sons captés par de vieilles radios. Quelqu'un a affirmé avoir vu des lumières parmi les arbres. Une autre personne a déclaré avoir entendu des bruits métalliques provenant de nulle part. Rien n'est prouvé. Rien de vérifiable. Mais ça suffit. Se répandre. Antoine a vu tout cela se produire. Et il n'est pas intervenu. Parce que, d'une certaine manière, cela a permis de perpétuer le souvenir. Mais pas la vérité. La vérité était silencieuse. Lourd. C'est trop simple pour devenir viral. Une nuit, des mois plus tard, Antoine retourna au kilomètre 62 comme d'habitude. Le ciel était dégagé. L'air est calme. Rien n'indiquait une anomalie. Il était assis sur le capot de la voiture, tenant la radio éteinte. Aucune attente. C'est juste une habitude. Et puis, sans prévenir, la radio a émis un son, court, sec. Antoine se figea. Il examina lentement l'appareil. J'espère que ce n'était qu'un bug, mais ce n'était pas le cas. Il est revenu. Un modèle, rythmique, nécessaire. Il l'a reconnu immédiatement. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit la radio. « Claire », dit-il, incapable de contrôler sa voix. Silence. 1 seconde, 2. Et puis, le son est de retour. C'est plus clair, plus fort, mais différent. Ce n'était pas le même code qu'avant. C'était plus simple, plus direct. Antoine fronça les sourcils. Il a porté plainte. Et alors il a compris. Ce n'était pas des coordonnées, ce n'était pas une demande. C'était une confirmation. 3 signaux courts, une pause, et une dernière. Il ferma les yeux. Il prit une profonde inspiration, et il répondit. Répétez le motif. La radio se tue à nouveau, cette fois pour de bon. Mais Antoine ne sourit pas, il n'a même pas désespéré, parce que maintenant il le savait. La station avait été fermée, mais pas complètement effacée. Claire, il n'avait pas disparu. Elle était là, quelque part entre les deux, s'accrocher à quelque chose qui ne pouvait pas encore être expliqué, quelque chose qui ne s'est peut-être jamais produit. Mais d'une manière ou d'une autre, il répondait encore. Des années plus tard, le D947 était encore évité par ceux qui connaissaient les histoires qui circulaient à son sujet. Mais, de temps à autre, quelque chose de nouveau apparaissait. Une vidéo, un enregistrement audio, toujours court, toujours non concluant. Dans l'une de ces vidéos, enregistrée par un conducteur tôt le matin, l'autoradio s'allume tout seul pendant quelques secondes. Pas de statique, sans interférence, juste un son. 3 temps courts, une pause et une dernière. La vidéo se termine avant qu'une explication puisse être donnée. Mais dans les commentaires, des milliers de personnes discutent, analysent et partagent. Théories, peurs, curiosité. Pour beaucoup, ce n'est qu'un mystère de plus sur Internet, une autre histoire intrigante. Mais pour ceux qui étaient là, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une théorie, c'est un signe. Et les livraisons se poursuivent. Si cette histoire vous a captivé jusqu'à la fin, alors vous avez également ressenti que quelque chose n'est pas complètement résolu. Et si ce signal n'était pas seulement un écho du passé, mais une tentative de communication? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez être réellement arrivé à Claire. S'est-elle sacrifiée? Ou essaie-t-elle encore de revenir? Des histoires comme celle-ci ne continuent d'exister que lorsque quelqu'un décide de les partager. Envoyez-le ensuite à quelqu'un qui aime les mystères et les disparitions et voyez s'il remarque le même détail que vous. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, pleines de suspense, de rebondissements et de fins mémorables, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain pourrait être encore plus inquiétant.